les Européens de la zone euro ne veulent pas que l'euro disparaisse. Ils sont convaincus, peut-être ne le seront-ils pas toujours, ils sont convaincus que l'euro protège beaucoup mieux leur patrimoine personnel que la monnaie nationale abandonnée. Et donc ils n'ont pas envie qu'on revienne à l'euro, pas du tout. Qu'on revienne sur l'euro, pardon, pas du tout. Et toutes les politiques nationales que pourraient mener les populistes dans la zone euro, qui remettraient en cause l'euro, rencontreraient l'opposition de la population. C'est une espèce de barrière, si vous voulez, qui limite l'action d'un Salvini ou d'un pouvoir finlandais de type populiste. Parce que la population ne veut pas. Donc, c'est ça le passage. Si nous avons une monnaie européenne qui se fragilise parce qu'il y a une crise de la dette, ou parce qu'il y a une crise financière, ou si nous avons des Européens dont le niveau de mécontentement augmente, et des populistes qui franchissent le pas de jeter la crise en Europe, alors on basculera vraiment de l'autre côté, sur un autre versant, si vous voulez. Mais aujourd'hui, c'est plutôt jouer sur ces frontières. Je suis persuadé, pour ma part, que Salvini ne veut pas la crise de l'euro, parce qu'il serait lui-même jeté dehors par ses propres électeurs, et violemment. Et donc, il y a un jeu politique. J'ai vu, ce matin, je ne sais plus, hier soir, peu importe, le parti d'extrême droite suédois, les démocrates de Suède, ça s'appelle comme ça, faire attention aux appellations, le parti d'extrême droite suédois a fait savoir qu'il ne rejoindrait pas le groupe proposé par Salvini. Donc, tout le monde ne va pas s'y retrouver. Ça veut dire qu'aux élections européennes qui vont avoir lieu, je vous rappelle que c'est l'anniversaire de 1979, c'est la première fois en 1979 que les élections européennes avaient lieu au suffrage universel. Donc on est en 2019. Et d'ailleurs, en 1979, la présidente du Parlement européen, le premier président était une présidente, était Simone Veil, pour faire la relation avec ce cycle de l'histoire. Nous aurons sans doute en 2019, pour la première fois, un Parlement européen qui n'aura plus de majorité solide. Parce que les grands partis, la droite et la gauche, le Parti populaire européen et les sociaux-démocrates, n'auront pas assez d'élus pour avoir la majorité à eux deux comme ils l'avaient depuis 1979. Donc pour la première fois, probablement qu'ils ne l'auront plus, c'est presque sûr. Et donc il y aura des alliances avec d'autres groupes. On discutera beaucoup plus au Parlement. Peut-être que ce sera une bonne chose d'ailleurs. Possible. Et les populistes, qui seront assez nombreux, plus nombreux que d'habitude, heureusement seront dispersés, fragmentés, dans différents groupes, ou même inscrits dans aucun groupe, et donc n'auront aucun poids. Si bien que, certainement, il y aura, pour les populistes, beaucoup plus de moyens, puisque l'Europe, et c'est sa conception de la liberté, finance tous les partis qui sont légaux, y compris les partis qui la combattent, et donc les populistes auront beaucoup plus d'argent à partir de 2019 grâce à l'Union européenne et au Parlement européen, mais encore une fois, c'est la noblesse de l'Europe de faire cela. Donc il y aura une puissance nouvelle pour les partis populistes, pour leur propagande, leur communication, leur engagement, etc. Mais malgré tout, je pense que leur capacité à agir au niveau du Parlement européen restera faible. Par contre, ils vont agir de plus en plus à travers les gouvernements nationaux qui soit sont dans la veine populiste, anti-européenne, eurocritique, soit sous la pression d'une opinion de cette sorte. Monsieur, est-ce que vous faites une différence entre populiste et nationaliste, si vous voulez laquelle, et ne pensez-vous pas que la solution de sauver l'Europe est justement d'en faire une Europe qui soit plus une Europe des nations? Alors, je fais une différence, enfin, je veux dire, il me semble que l'on ne trouve pas de cas significatif de mouvement populiste en Europe qui ne soit pas en même temps un mouvement de type nationaliste. Mais je ne dis pas que le nationalisme est populiste. Il peut y avoir un nationalisme non populiste. Si on entend par nationalisme
la valeur accordée à la nation à laquelle on appartient, ou la valeur accordée à la forme politique nationale, ce que l'on peut placer comme valeur positive dans l'idée de communauté nationale, et même exalter ces valeurs de patriotisme, etc., qui sont une façon de penser la politique et tout à fait solidement ancrée dans la pensée politique et dans l'actualité de l'histoire, indépendamment des formes pathologiques qui amènent à la haine de l'autre, de celui qui n'est pas exactement de la nation, semble-t-il. Il faut faire la différence, bien sûr. Il faut faire la différence. Tout nationalisme n'est pas un populisme, même s'il y a des populismes non nationalistes, ceux qui ont du succès électoralement, ils sont nationalistes. Ils ont ce type de discours. Mais, cependant, je soutiens pour ma part, dans l'observation de l'Europe d'aujourd'hui, qu'il n'y a pas en Europe de demande nationaliste. Non pas au sens du premier nationalisme. Les Européens vous disent être attachés à leur nation. Ils aiment leur pays, ils y sont attachés. Et les Européens vous disent qu'ils pensent que leur pays, ils se trompent peut-être, mais c'est ce qu'ils répondent dans les enquêtes, ils pensent que leur pays ne s'en sortira pas mieux, seul, qu'en coopérant étroitement avec les autres. Par exemple, il y a un sujet qui préoccupe beaucoup les Européens, c'est l'immigration. Ça les préoccupe énormément. Et quand on leur dit, est-ce qu'il faut plutôt gouverner ce sujet au niveau européen ou au niveau national, de façon massive, ils vous répondent au niveau européen. Des proportions très spectaculaires, 70%, etc. Et donc, cette idée que, en fait, l'Europe dimensionne la puissance publique nationale dans le monde d'aujourd'hui. Et c'est une combinaison de cette idée classique de la nation et de l'État-nation avec une espèce de système qui décuple les forces que nous n'aurions pas sans l'extension européenne. Cette idée qu'on retrouve chez les Européens quand ils font cette réponse, c'est ce que je voulais dire. Donc ça, c'est sur la première partie. Je ne ferai pas l'amalgame entre les deux. Je dirais qu'il y a des mouvements populistes, nationalistes, qui sont ceux qui ont du succès, mais ce n'est pas ça qui fait qu'on vote pour eux. C'est pas ça qui fait qu'on vote pour eux. C'est très marginal, cette demande nationaliste chez les Européens. Je parle du nationalisme négatif, celui qui veut en découdre avec les autres, ou se séparer des autres, pour des raisons négatives. Ça, c'est très marginal. Je crois que les Européens sont très instruits, tristement instruits par l'histoire, mais qu'au fond, quelque chose de ce sentiment-là est pour très très longtemps encore impossible à exhiber, sinon de façon très, encore une fois, très marginale. Après, sur le retrait de l'Europe, c'est une pensée qu'on peut avoir, ou sur l'idée que c'est une Europe des nations, c'est une pensée qu'on peut avoir, c'est à vous de... Moi, je ne veux pas aller au-delà de ça, si vous voulez, ici, dans l'échange que nous avons. Vous pouvez tout à fait penser, argumenter, réfléchir, discuter, et vous dire si vous trouvez vos arguments, les réflexions que vous pouvez mener, les discussions que vous pouvez avoir, et trouver que pour vous, je ne parle pas de vous personnellement, trouver que l'on peut avoir une préférence pour une Europe faite de nations indépendantes qui retrouveraient leur propre monnaie, par exemple, et qui auraient de bonnes relations avec les voisins sans avoir un système commun. Il n'y a aucune raison de dire que c'est impossible de penser en ces termes. Aucune raison. Sinon, nous n'aurions pas le choix, d'ailleurs, s'il n'y a aucune raison. Mais ça, c'est plutôt ce qui vous revient comme réflexion aux uns et aux autres. Hier j'étais à Montpellier hier soir pour un débat sur autre chose. Ah voilà, parce que j'allais dire une chose. J'étais à Montpellier hier sur un débat sur autre chose. J'ai créé une règle, et je me dis que j'aurais pu l'appliquer ici. J'avais une règle qui était de dire on alterne les filles et les garçons pour poser des questions. Et je me suis aperçu que quand on fait ça, il y a beaucoup plus de femmes, de filles, etc., qui posent des questions que quand on ne fait pas ça. Et là, je me disais, il n'y a pas une seule fille qui a posé la question, donc vous me permettez de le souligner. Allez-y. Oui, je voulais vous demander, tout à l'heure, vous avez parlé du fait qu'il n'y ait pas de président d'Europe et que l'Europe soit un peu désincarnée. C'était pas forcément une mauvaise chose pour vous et ça permettait peut-être une gouvernance un peu plus fine dans la zone. Mais est-ce que ça menace pas l'Europe, en fait, le fait que les citoyens n'y adhèrent pas et se soient avant tout, par exemple, français ou avant d'être européens? Et comment on pourrait faire pour susciter plus d'adhésion des citoyens à l'Europe comme entité politique et pas que à leur gouvernement? Est-ce que
Je vais essayer en quelques mots d'insister là-dessus, c'est un point très important, ça aussi. Est-ce que c'est assez clair quand je vous dis ceci? Je vous réponds comme ça. Hein. Peut-être que c'est une idée impossible. Mais l'idée qu'ont eu les fondateurs de l'Europe, en tout cas moi j'en suis convaincu, c'est d'imaginer un ensemble politique qui ne susciterait pas la passion. Les Européens ont cherché à en finir avec les passions politiques dont ils ont été les victimes. Et l'idée de construire un ordre politique qui serait suffisamment adulte pour ne pas avoir besoin de tant de sentiments pour faire ensemble des choses utiles, et qui n'aurait pas besoin non plus d'un chef adoré, d'un grand dieu, d'un grand président, de quelqu'un de très intelligent, de plus intelligent que tout le monde, de plus fort, de charismatique, d'inspiré, qui n'aurait pas besoin de tous ces artifices, et qui pourrait de manière adulte réfléchir, discuter, organiser l'accord, prendre des décisions, sans avoir à passer par ces étapes presque humiliantes. Vous voyez ? C'est cette grande idée, l'Europe. C'est très difficile. Et quand on me dit, moi, les gens, l'Europe, bon, ils sont distants, mais l'Europe, elle a voulu véritablement se construire comme ça. Si nous étions passionnément attachés à l'Europe, je ne sais pas ce que nous ferions à nos voisins, ou à nous-mêmes, Que lui demanderait-on à l'Europe? C'est très largement ça l'héritage. C'est une idée incroyablement élaborée du politique et du pouvoir. C'est une idée extraordinairement sophistiquée. C'est faire en sorte qu'on ne puisse plus se laisser embarquer dans ces histoires atroces qui ont lieu aujourd'hui, qui ont lieu ailleurs, qui ont lieu dans notre passé, qui peuvent avoir lieu demain sans aucun doute, où on voit des multitudes se lever pour en écraser d'autres parce qu'un leader leur a dit de le faire. Et que c'était extraordinairement beau comme discours, passionnant, et que les couleurs du drapeau étaient magnifiques, et que la race était pure, et que la vérité était absolue, ou je ne sais quoi. C'est quelque chose qui ne peut pas avoir disparu. Et donc, voilà, on est pris là-dedans. Les Européens ne veulent plus, enfin, c'était l'idée en tout cas, hein, ne voulaient plus de cela. Et parfois, vous voyez, quand je vais faire une espèce de saut comme ça, mais quand je vois des personnes passionnées à ce point par un match de foot, je me dis, mais peut-être que c'est une des conséquences. C'est-à-dire qu'il faut que quelque chose s'exprime quelque part dans une sorte de passion pour un groupe, parce que la politique ne l'accueille pas de façon heureuse, ce sentiment-là. Vous voyez, je sais que c'est insatisfaisant comme réponse, en quelque sorte, par construction, vous voyez, par construction. Ma question c'était, vous dites qu'on doit composer avec Orban ou Salvini, mais si le fonctionnement même des États qui dirigent entrave les libertés de leurs citoyens, alors ne serait-il pas temps de les rappeler à l'ordre? Oui. Alors, moi, ma réaction, ma recommandation, ce serait de dire, pour commencer, ce serait de vous dire, ou de dire en général, il se trouve qu'il y a en Hongrie, en Pologne et ailleurs, il y a des inquiétudes, il y a des peurs, il y a des craintes, parfois même des angoisses. Moi, je serais plutôt d'avis d'essayer de rentrer dans la compréhension de ce qui se passe. Vous voyez, d'essayer de discuter beaucoup pour savoir, mais qu'est-ce qui fait que? Qu'est-ce que nous avons en commun comme préoccupation, comme angoisse que nous pouvons partager? Qu'est-ce qui est peut-être exagéré chez vous, chez nous? Comment peut-on essayer de rassurer? Est-ce qu'on est utile à ça ou pas? Je rentrerai, enfin, il me semble que c'est absolument indispensable. Ce ne sont pas des... Voilà, ce sont des gens comme nous, qui ont des craintes que peut-être nous avons, mais moins, ou je ne sais pas, ou que nous n'avons pas, je ne sais pas. Mais il faudrait discuter de cela. Plutôt, c'est ça d'abord l'Europe. Et ensuite,
je me dis, oui, moi je suis d'accord avec vous, il y a des principes qu'on ne peut pas transgresser. L'indépendance des magistrats, parce que ça, la Pologne y a touché, la Hongrie y a touché. Hein, si les magistrats sont sous le contrôle du pouvoir, là on marche vers la dictature. Si la presse est contrôlée, on marche vers la dictature, etc. Donc il y a des exemples précis de principes qui ne sont pas, dont on ne peut pas accepter la transgression. Si la transgression a lieu, et elle a eu lieu, alors il faut chercher, j'imagine, à sanctionner les gouvernants, mais pas le peuple. En Pologne, par exemple, 85% des Polonais dans les enquêtes sont pour l'Union européenne, veulent rester dans l'Union, désapprouvent la confrontation avec l'Europe. Les Hongrois sont à 80% très attachés à l'Europe, ils ne veulent surtout pas quitter l'Europe. Et donc on ne va pas frapper, vous voyez, les peuples parce que les gouvernants font un mauvais usage de leurs inquiétudes. Et c'est un peu ça, au fond, le chantage qui est fait à l'Europe. Allez-y pour voir, essayez un peu de faire souffrir nos peuples et vous aurez en retour une majorité encore plus large contre vous. Donc c'est quelque chose qu'il faut sans doute faire de manière très très subtile et bienveillante. Mais je suis d'accord avec vous, on ne peut pas dire autre chose que ce que vous avez dit. Certains principes entraînent nécessairement des sanctions. Et les sanctions doivent être, c'est facile de le dire, pas de le faire, hein, mais bon, on discute. Ces sanctions doivent être énoncées clairement, pour des raisons clairement établies, avec des conséquences qui sont provisoires, autant que la transgression durera. Et puis, j'imagine surtout des discussions, y compris des discussions confidentielles, secrètes, avec les dirigeants pour éviter d'en arriver là. Ça doit être possible de se placer sur un point d'accord sur ce plan-là. Je termine, je donne juste un exemple récent qui me vient à l'esprit avec votre question. Vous avez vu que le président Emmanuel Macron a fait une lettre à tous les Européens, dans toutes les langues. Une lettre qui est très intéressante à lire, très courte. Moi, je vous invite à la lire. Dans cette lettre, il parle à un moment donné de la nécessité pour l'Europe de défendre ses frontières communes et ses valeurs. Quand il a dit ça, c'est quelques mots, c'est un paragraphe. Quand il dit ça, la réaction d'Orban, c'est de dire je suis heureux de dire ça, c'est une nouvelle base sérieuse pour nos discussions. Il s'est senti, au fond, considéré dans les inquiétudes qu'il porte ou qu'il prétend porter au nom de son peuple. Et donc vous faites un mouvement comme ça, vous trahissez rien de la cause européenne. L'Europe, c'est forcément des frontières et des valeurs, mais en même temps, vous commencez à entrer dans une sorte de meilleure compréhension du voisin. Oui, bonjour. Voilà. J'ai deux questions qui vont un peu dans le sens de ce qui est la dernière question là. La première, c'est comment reconnecter les gouvernés européens, les gouvernants. Sans parler d'adhésion ou de passion, comme vous le disiez, mais au moins qu'ils puissent participer davantage et se sentir davantage concernés. Et la deuxième question, c'est dans le cadre des élections européennes, il y a souvent une opposition, enfin, une diabolisation un peu des populistes, mais cette présentation progressiste, conservateur, qui est un peu instrumentalisée. Et est-ce que ça participe pas davantage à stigmatiser l'électorat justement de ce qu'on appelle les conservateurs ou les populistes, et à les encourager dans leur voie, plutôt que de leur répondre de manière concrète et à des vraies préoccupations qui existent? Sur le dernier point, moi je suis d'accord avec vous. C'est-à-dire que si vous énoncez, je vais le dire autrement, mais c'est pareil. Si vous énoncez, si vous désignez l'existence d'un clivage, par exemple nationaliste et progressiste, si le clivage n'existe pas vraiment, il va finir par exister. Et s'il existe alors qu'il n'existait pas vraiment, il va probablement gagner en plus. Parce qu'il y a eu une dynamique, il s'est passé quelque chose. Et moi je suis plutôt d'avis que c'est l'Europe. Soit les partis sont interdits, soit ils sont autorisés. Quand ils sont autorisés, on peut voter pour eux. Si on vote pour eux, on va considérer le vote. Et donc il faut discuter. C'est pas toujours facile, mais pour personne, ça n'est toujours facile de discuter avec quelqu'un. Et donc, oui, un espace de discussion
qui prendrait à témoin quand même le public pour ne pas avoir affaire à des acteurs qui seraient de mauvaise foi, parce que ça rend les discussions impossibles. Et si réellement les partis que j'appelle populistes, du vocabulaire de la politologie, hein, parce qu'on peut dire populiste pour disqualifier quelqu'un, mais on peut dire populiste pour parler, pour classer un mouvement. De même que vous pouvez dire à quelqu'un espèce de fasciste, ça c'est une insulte, ou vous pouvez dire un régime fasciste avec des catégories très particulières. Donc c'est le problème des mots en politique, ça. Hein. Mais ces mouvements populistes expriment des inquiétudes, c'est évident en Europe, qu'il est absolument indispensable de prendre en compte, auxquelles il faut répondre si on veut éviter un effondrement de l'Europe. Et par ailleurs, j'ajouterais que c'est la moindre des choses de prendre en considération des inquiétudes ou des préférences qui s'expriment de manière pacifique par le truchement des urnes. Ça, c'est un point clé. Et sur la première question, qui est une question très compliquée, parce que je ne vais pas prétendre répondre à la question que vous avez posée, mais quand même illustrer des choses. Il est intéressant, je ne vais pas le refaire, mais on pourrait ici mobiliser à nouveau l'exemple de l'euro. L'euro, ça a un grand succès. Vous savez que quand on fait la mesure, moi ça fait 2 fois que je fais la mesure dans les pays de l'Union européenne avec un sondage, les Européens de la zone euro sont plus attachés à l'euro qu'à l'Europe. 20 points de plus. Est-ce que ça veut dire que c'est incohérent? Est-ce que c'est absurde? Est-ce que c'est la preuve de la bêtise de la multitude? Pas du tout. Moi je pense que l'Europe est une idée, et une idée à laquelle les Européens adhèrent, ils l'approuvent, hein, comme idée. L'euro, c'est une illustration satisfaisante aux yeux des Européens, en tout cas de la zone euro, une illustration satisfaisante de ce que l'Europe peut produire comme bénéfice matériel, comme bénéfice réel. Et donc, il faut chercher du côté des bénéfices réels que l'Europe peut produire. L'Europe a beaucoup à faire du côté des infrastructures de transport, des infrastructures énergétiques. Si on veut décarboner le monde pour le réchauffement climatique, il faut le faire à l'échelle européenne. Ça, c'est sûr. On peut le faire à l'échelle française, mais la France est plutôt vertueuse en la matière et ne représente que moins de 1% de ce qui se fait. Donc, c'est pas comme ça qu'on arrivera à progresser beaucoup. Donc, l'Europe est une échelle d'efficacité. Même chose pour la recherche. En matière d'intelligence artificielle, en matière de biotechnologie, voilà, il y a toute une série de sujets sur lesquels l'Europe permettra d'apporter des bénéfices concrets pour les Européens. Et je trouve qu'on a tardé, il a fallu l'euro, on a mis longtemps à apporter aux Européens la preuve de bénéfices concrets. Les bénéfices, ils existent. Hein. La paix, le progrès, la prospérité, la démocratie sont de vrais bénéfices. Mais on ne les ressent pas comme ça. Par contre, l'euro, ça c'est vraiment quelque chose qui est ressenti comme étant le fruit de la politique européenne. Et donc il faut donner des preuves d'efficacité et non pas réaffirmer la beauté de l'idée européenne, même si elle est réelle. Alors ça sera la dernière question parce qu'il est bientôt 16h. Est-ce que les débats constants en Europe, mais aussi le fait de voter à l'unanimité pour des décisions importantes, ne serait pas une faiblesse et laisserait parfois sans défense l'Europe face à de grandes puissances comme la Chine ou les États-Unis? Oui, ben, là aussi, il y a une question clé. L'Europe est plus faible quand elle décide, parce qu'elle cherche l'unanimité, je vous l'ai dit. Elle est plus faible parce qu'elle décide collectivement. Mais si on raisonne comme cela, et je crois que c'est vrai ça, hein, je crois que c'est vrai, on met plus de temps. Déjà, ça c'est un problème. Mais si on dit que ceci est vrai, alors on va l'appliquer aussi au régime démocratique. Un régime démocratique, c'est beaucoup plus compliqué de décider qu'un régime autoritaire. De cette manière, l'Europe illustre par ses difficultés la complexité qu'il y a, la difficulté qu'il y a à décider en respectant les uns et les autres, en respectant des procédures, par rapport à des systèmes qui sont des systèmes de type autoritaire, qui décident sans consulter beaucoup de monde, ni se préoccuper de beaucoup de critères. C'est pas pour ça qu'ils décident mal d'ailleurs, mais ils décident à leur manière. Et au fond, il y a quelques années, pas mal d'années quand même, il y a 15 ans, 20 ans, on aurait eu cet échange. Je vous aurais dit, mais vous voyez bien que le monde, c'est les États-Unis, c'est l'Europe,
et que tous les anciens pays communistes se sont effondrés. Donc en fait, la décision collective, la délibération, le modèle démocratique, il est plus performant. Aujourd'hui, c'est une question qui va se poser, puisque la Chine, de manière très consciente, de manière très réfléchie, la Chine élabore un pouvoir, un mode de décision dont elle considère qu'il est plus efficace, mieux adapté, selon la doctrine chinoise actuelle, mieux adapté à la décision dans un monde comme celui-ci, un monde en plein bouleversement, où il va falloir décider vite, beaucoup, sur de grands sujets, et de manière très stratégique. Et les Chinois sont convaincus que les démocraties arriveront moins bien que leur système, parce qu'elles auront des leaders qui seront un peu agités. Souvent, ils ont à l'esprit le président américain, parce que le peuple prendra une décision absurde, ils auront à l'esprit, pour eux, le Brexit, ou parce qu'il y aura trop de discussions, trop de conflits au sein du groupe doit décider. Merci beaucoup de nous prévenir. Merci beaucoup en tout cas. Et bonne continuation dans vos études. Et j'espère vous voir à Sciences Po dans quelques jours.